Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé pour la France. Ce matin, il va prendre part au forum des marchés émergents qui se tiendra les 11 et 12 avril au siège de la Banque de France. À Paris, le 14 avril prochain, il se rendra à Istanbul, en Turquie. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire célèbre ses 70 années d'existence. Les festivités débutées aujourd'hui s'achèveront le 30 avril prochain. Le thème retenu, 70 ans d'existence, rassemblement et renaissance. La Côte d'Ivoire est invitée à la 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. La délégation ivoirienne est conduite par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, que vous entendrez dans cette édition. Sans surprise, le président djiboutien Ismaël Omar a été réélu dès le premier tour de la présidentielle. Le président a obtenu 86,68% des voix selon les résultats communiqués par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui samedi. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Les sommités du reggae mondial réunis à Abidjan depuis jeudi célèbrent la fraternité, l'unité, la solidarité autour de la musique de Dja. C'est le festival Abi Reggae, tête d'affiche de cette deuxième édition. Tikenga Fakoli, artiste ivoirien. Il est l'auteur de nombreux albums à succès, Manjecratie, France-Afrique, Coup de gueule, bref. Tikenga Fakoli est avec nous, comme vous le voyez, notre invité de la page culture. Et nous échangerons avec lui dans quelques instants sur le festival Abi Reggae. La page culture, c'est dans une trentaine de minutes. Le président de la République, Alassane Ouattara, je l'annonçais dans quelques instants, s'est envolé pour la France. Aujourd'hui, il va prendre part au Forum des marchés émergents qui s'ouvre lundi au siège de la Banque de France à Paris. Le 14 avril prochain, il se rendra à Istanbul, en Turquie, pour assister à la 13e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui lui est sur place ici à Abidjan, a reçu une délégation de l'UNICEF venue réitérer l'engagement de l'organisation à accompagner la Côte d'Ivoire dans la promotion des droits de l'enfant. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi échangé avec une délégation du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et là, il a été question de coopération Côte d'Ivoire-PNUD. C'est un reportage d'Amza Diaby. Une délégation du conseil d'administration de l'UNICEF était en visite à Abidjan du 4 au 8 avril dernier. Objectif, apprécier et constater de visu la mise en œuvre du programme de coopération de l'UNICEF avec le gouvernement. Elle a été reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Notre appréciation de la collaboration et du travail que l'UNICEF fait sur le terrain est positive, en ce sens que tout ce que nous avons pu voir témoigne d'un travail harmonieux et aussi d'une bonne collaboration, une franche collaboration, parce que nous sommes très reconnaissants au gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous avoir ouvert ses bras et nous avoir exposé clairement ses besoins. Et bien sûr, beaucoup de choses que l'UNICEF a pu réaliser n'auraient pas pu être possibles si il n'y avait pas eu cette franche collaboration et si l'État de Côte d'Ivoire ne s'était pas ouvert à l'UNICEF en termes de ce dont il a besoin. À la suite de la délégation de l'UNICEF, le chef du gouvernement a reçu celle du PNUD, conduite par Abdoulaye Mar Dieye, le directeur régional Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Je suis venu faire le point de l'état de notre coopération et discuter du suivi d'un certain nombre de dossiers, dont la suite de la première conférence d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique que nous avions organisée l'année dernière, en 2015, et qu'on voit comment préparer la deuxième conférence internationale d'Abidjan. Discuter aussi de l'appui que le PNUD et d'autres partenaires donnent au gouvernement pour la préparation le mois prochain à Paris du groupe consultatif, le deuxième groupe consultatif, et discuter d'autres sujets, notamment la transition au niveau de l'ONUCI vers l'équipe pays des Nations Unies. Donc on a discuté un peu de ces sujets-là. Le Premier ministre s'est dit satisfait de l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le PNUD. Il a toutefois souhaité son renforcement, chose qu'a promis Abdoulaye Mar Dieye. Une nouvelle usine de production de ciment va ouvrir à San Pedro l'année prochaine. C'est l'œuvre du groupe marocain CIMAF.
coût du projet, 30 milliards de francs CFA avec une capacité de production d'1 million de tonnes. La première pierre de cette infrastructure a été posée jeudi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hugues Vibli. Coût du projet qui prendra forme sur ce terrain de 5 hectares dans la zone portuaire de San Pedro, 30 milliards de francs CFA. La deuxième cimenterie du groupe CIMAF en Côte d'Ivoire va entrer en production en mars 2017. Sa construction, lancée officiellement en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, va favoriser la création de 800 à 1000 emplois. Le projet générera dans la phase de production l'équivalent de 200 à 250 emplois directs et indirects pour la production d'un ciment de qualité conforme aux standards internationaux. La première pierre de la deuxième cimenterie de San Pedro a été posée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a rassuré les investisseurs du secteur sur l'engagement du gouvernement à les accompagner de la meilleure des façons. À tous les acteurs du secteur de la cimenterie, et en particulier aux dirigeants de CIMAF, je voudrais donner l'assurance que le gouvernement a noté les risques liés à l'importation frauduleuse de ciment. Il prendra les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants investissements réalisés dans ce secteur. L'usine de production de ciment du groupe CIMAF, qui va ouvrir en 2017 à San Pedro, va produire annuellement 1 million de tonnes. Avec elle, la production nationale de ciment, actuellement de 4 150 000 tonnes, va passer à 5 150 000 tonnes à l'horizon 2017. On en arrive à l'un des titres de cette édition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire célèbre ses 70 années d'existence. Les festivités débutées aujourd'hui s'achèveront le 30 avril prochain. Thème de cette célébration, 70 ans d'existence, rassemblement et renaissance. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Trècheville, lieu de naissance du PDCI, qui veut à travers cette célébration témoigner son attachement à son président fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Sidonie Davila. C'est ici, à l'Étoile du Sud, que les tractations pour la naissance du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ont débuté le mardi 9 avril 1946. C'est dans ce modeste cadre de la commune de Trècheville que les membres fondateurs, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny, décidèrent du sort de ce parti libérateur qui devint plus tard le PDCI-RDA. Les membres du parti ont choisi ce mois d'avril 2016 de marquer d'une pierre blanche la célébration de ses 70 ans en retournant là où tout a commencé. Notre objectif, à travers cette célébration, est de rassembler toutes les générations d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont fait et continuent de faire la fierté du PDCI-RDA, de l'intéresser à la nouvelle génération d'Ivoiriens et de démontrer le rôle fondamental du PDCI-RDA dans le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. À 70 ans, marque de la maturité et de la sagesse, le vieux parti fait une pause pour penser à son repositionnement pour les batailles futures. Rassemblement et renaissance, c'est le thème de cet anniversaire. Pour le premier responsable du parti, l'heure est à l'union. Nous devons donc aller à la cohésion avec ceux des nôtres qui nous ont quittés pour des raisons diverses. Il nous faut ramener dans la maison du Père les frères qui en étaient partis. Nous y tenons. Nous avons le devoir en tant qu'aînés de ramener les enfants dispersés du Père sans toutefois nous renier. C'est la raison d'être du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous sommes déterminés à aller de l'avant en nous engageant dans un processus de création d'un parti unifié. Au cours de cette célébration, un hommage est rendu aux pionniers restés constants dans la lutte. Certains ont été élevés au grade de commandeur et d'autres au grade de grand officier. 70 ans, ça se fête, et le PDCI a tenu à mettre les petits plats dans l'écran pour faire de son jubilé de platine un moment inoubliable, sans toutefois oublier l'essentiel, son repositionnement, qu'il compte réussir en sillonnant bientôt tout le pays
En ligne de mire, la reconquête du pouvoir d'État. Et pour l'ouverture des festivités, les militants du PDCI n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Ils étaient nombreux ce matin à Trècheville. La mobilisation était grande, comme nous l'expliquent nos reporters. Forte mobilisation des militants du PDCI RDA aux couleurs du parti ce samedi. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, de toutes les communes d'Abidjan pour démontrer leur fierté d'appartenir au vieux parti. Le PDCI RDA fête ses 70 ans. C'est un réel motif de satisfaction pour tout militant de savoir qu'en plus de ses 70 ans, le PDCI se porte bien. Aujourd'hui, 70 ans du PDCI RDA, je suis fier. Je suis fier d'appartenir à ce parti qui a beaucoup d'acquis, qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne, qui a formé des cadres et des hauts cadres. Aujourd'hui, à partir de cette formation politique, plusieurs autres partis se sont créés. Le PDCI continue. Le PDCI vivra toujours pour la nouvelle relève, pour la jeunesse, pour les cadres du parti, afin qu'ils prennent corps avec le parti pour la marche que le président Houphouët-Boigny avait tracée. Pionniers, barons, jeunes, hommes et femmes se sont rassemblés pour célébrer le parti. Pour Henri Konan Bédier, cet anniversaire représente le point de départ pour le PDCI nouveau au sein du RHDP. Les festivités de l'anniversaire s'étendront jusqu'au 30 avril 2016 pour magnifier l'œuvre grandiose du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. L'actualité politique, c'est aussi avec le RDR, le Rassemblement des Républicains. Le secrétariat chargé de l'autonomisation des femmes a organisé aujourd'hui une session de formation sur l'auto-emploi. Les participants ont appris notamment les techniques de montage de projets. Christy Omandé, Alexis Ouetraogo. Le séminaire, organisé par le secrétariat chargé de l'autonomisation des femmes, réunit les points focaux des départements. Les femmes en formation devront transmettre aux autres leurs acquis en éducation financière, en entrepreneuriat, en montage de projets, en tenue de comptabilité simplifiée et autres. Objectif, déployer la politique d'autonomisation sociale et économique dans le pays. Cette formation est la formation de formatrices qui iront après dans les différents départements relayer le contenu de la formation auprès de leur base. Nous entamons ce deuxième axe-là par la formation des femmes à qui nous allons essayer de faire en sorte qu'elles puissent avoir des activités génératrices de revenus. Euphrasie Yao, coprésidente de la cérémonie, a exhorté les femmes à entreprendre. Il faut que les femmes aient le pouvoir économique et le pouvoir de décider. On a accès et on contrôle. Toutes les femmes doivent pouvoir aller à l'école, doivent avoir accès à l'alphabétisation et doivent connaître leurs droits et pouvoir les défendre. L'autonomisation de la femme est une exigence à la fois morale et économique. Elle doit permettre de leur donner de l'instruction en vue d'une inclusion socio-professionnelle. Les jeunes cadres du RHDP et le mouvement Les Amis du Golfe se préparent à commémorer la réinstauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils entendent célébrer l'an 5 de la fin de la crise post-électorale. L'annonce a été faite cette semaine. C'est un reportage de Michel Digré. 11 avril 2016, voilà 5 ans que la Côte d'Ivoire a tourné la page de la crise post-électorale. Selon les mouvements jeunes cadres du RHDP et Amis du Golfe, cette date constitue un nouveau départ pour la démocratie dans le pays et mérite en tant que telle d'être célébrée. C'est une cérémonie de commémoration. Il n'y a pas mieux allié que les Amis du Golfe qui ont vécu ces événements-là en direct au niveau du Golfe. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous allier et donc aux Amis du Golfe pour la célébration du 11 avril. Et c'est en même temps aussi l'occasion de faire une grande cérémonie, ne pas se disperser, faire une cérémonie d'ensemble pour montrer que nous avons souffert nous tous donc, de cette période post-électorale. Ce n'est pas une retrouvaille entre militants d'un même parti. C'est peut-être une histoire RHDP, mais en même temps c'est aussi une histoire de défense de certaines valeurs démocratiques. Pour ces festivités prévues les 10 et 11 avril au Golf Hotel d'Abidjan, il est prévu une conférence sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire, une exposition photo baptisée Devoir de mémoire et des témoignages.
Elle est la présidente du parti politique RPCP. Elle est aussi présidente du comité ivoirien pour le pardon et la réconciliation. Henriette Lagou veut sillonner toutes les localités en ce titre de la Côte d'Ivoire, donc pour inviter les populations à la réconciliation. Elle a annoncé cette semaine au cours d'une conférence de presse. C'est un reportage d'Herman Niamien. Henriette Lagou, bientôt dans le pays profond pour inciter les populations à une réconciliation vraie et durable. Selon la présidente du comité ivoirien pour le pardon et la réconciliation, CIPR, structure nouvellement créée, la réconciliation n'est pas totalement effective en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle compte sillonner avec son équipe tout le pays pour écouter les populations, recenser leurs préoccupations en vue de faire des propositions concrètes à même de favoriser la cohésion sociale. Nous sommes ici ce matin pour venir apprendre à la Côte d'Ivoire d'avoir la culture du pardon. Cela aboutit nécessairement à la réconciliation. Le pardon s'essuie, comme le disent les spécialistes des sciences sociales, dans le champ des actions volontaires. Pour Henriette Lagou, la réconciliation et le pardon sont indispensables. C'est pourquoi elle invite tous les Ivoiriens à s'inscrire dans son initiative. L'action que nous menons interpelle tout le monde. Nous sommes embarqués dans le même bateau, chers frères et sœurs, qui peut prendre l'eau de toutes parts si nous naviguons à contre-courant. Le comité ivoirien pour le pardon et la réconciliation a pour mission, entre autres, de susciter le pardon entre tous les habitants de la Côte d'Ivoire afin d'aboutir à la réconciliation et à la concorde, de mener des actions en faveur du rapprochement entre les protagonistes des crises en Côte d'Ivoire et de montrer au monde entier la volonté des Ivoiriens à se pardonner et à aller inexorablement vers la paix. La 29e conférence régionale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, débutée lundi, s'est achevée hier. Cette conférence a enregistré la participation de 200 délégués et une quarantaine de ministres de l'agriculture, une participation record, selon le directeur général de la FAO, qui a signé avec l'État ivoirien 2 accords pour un nouveau programme de coopération. Noël Niagno. Rideau sur la 29e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les politiques africains, 42 ministres, un record depuis l'avènement de cette instance. Les experts, les hauts fonctionnaires, la société civile africaine sont repartis satisfaits d'avoir sémé la bonne graine, celle qui va permettre à l'Afrique d'éradiquer la faim et réduire sensiblement la pauvreté. Le directeur général de la FAO, son directeur général adjoint, le président de la conférence d'Abidjan, Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural, ont salué et souligné la pertinence des conclusions de la rencontre d'Abidjan, avec en épingle la place de l'agriculture dans la COP 22 à Marrakech. Notre conférence veut simplement qu'au niveau de la COP 22, qu'on tienne plus suffisamment compte du secteur agricole. Il faut que l'agriculture, qui subit comme qui peut apporter des solutions, comme qui peut en pâtir de manière remarquable, doit être plus étroitement associée. Et je pense que ça va être le cas à la COP 22. Autre acquis d'Abidjan, la prise de conscience des Africains à développer la coopération sud-sud en matière de sécurité alimentaire. L'État de Côte d'Ivoire et la société d'exploitation minière Newcrest ont signé une convention. Cet accord s'inscrit dans la politique de développement des activités minières en Côte d'Ivoire et permettra à la dite société de mener des opérations d'exploitation aérée. Francis Boifou. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2007, la société Newcrest et l'État renouvellent leur coopération dans le secteur minier. Cette signature de partenariat est une opportunité d'affaires pour les deux parties. Ce partenariat va permettre à la société Newcrest de doubler ses investissements dans ce secteur, à savoir l'exploitation de la mine de Iré. Newcrest a espoir réellement de faire partie de ce futur. Nous avons de gros investissements au niveau de l'exploration dans le but de découvrir de nouvelles mines pour le bénéfice du pays. Pour le ministre Jean-Claude Brou, représentant la partie ivoirienne, la convention devrait booster la croissance économique et également contribuer à la création de plusieurs emplois en faveur des jeunes. Cette signature marque bien entendu une étape importante dans le développement du programme minier de Newcrest en Côte d'Ivoire pour que la compagnie contribue encore davantage dans notre économie. À travers Bonicro et Iré, c'est pratiquement plus de 500 emplois directs. Quand on ajoute les sous-traitants,
on arrive à un total de plus de 1300 emplois, c'est quand même important. Et le programme d'exploration de NUCREST aussi permet à beaucoup de jeunes, des géologues, des ingénieurs des mines de participer activement à l'activité minière. En 2014, la société australienne NUCREST a débloqué environ 143,4 millions de francs CFA pour financer les projets de développement liés aux activités minières à Iré, localité située dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait aussi l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le retrait de la licence d'exploitation à 4 opérateurs économiques de la téléphonie mobile. Les associations de consommateurs préoccupés ont rendu visite à l'autorité de régulation des télécommunications afin de s'enquérir de la situation. Voyons ces échanges avec Sita Soro. 23 représentants de 13 associations de consommateurs préoccupés par la récente mesure de retrait de la licence à 4 opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, elles sont venues rencontrer la direction de l'autorité de régulation de la télécommunication éthique en Côte d'Ivoire, AETCI. Comium, Grune, Café Mobile et Warid disparaîtront de l'environnement de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire dès fin avril 2016. Nous avons plusieurs fois porté plainte contre ces téléphonies qui n'ont jamais répondu d'ailleurs totalement à nos besoins, la qualité des services, à savoir la couverture des réseaux nationaux, d'autres services tels que l'Internet et autres. Là. Vraiment, il y a 2 qui n'ont pratiquement jamais fonctionné. Il y a 2 qui étaient sur le terrain, mais les services n'étaient pas de qualité. Cette mesure de retrait fait suite, selon le directeur général de l'AETCI, entre autres au non-paiement par ces 4 compagnies de plus de 80 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. En plus de cela, s'ajoute le non-respect des obligations financières contenues dans leur cahier de charges. Billet Diemeleou a assuré les représentants des consommateurs quant au sort des abonnés et des crédits de communication. Ces différents opérateurs sont contraints de maintenir sur leur réseau les services fournis pendant 30 jours à compter de la décision. Ces 4 compagnies avaient à leur actif environ 1 million d'abonnés. Et à propos justement du retrait des licences à 4 opérateurs, demain le magazine de 13h recevra M. Billet Diemeleou, DG de la RTCI, pour nous éclairer sur les tenants et aboutissants de cette affaire qui commence à faire du bruit. À preuve, des agents de cause ont manifesté cet après-midi à l'aéroport au siège de l'entreprise. Selon eux, les 3 principaux dirigeants de la structure auraient quitté le pays, laissant derrière eux 400 agents. Dans sa politique de production de l'entrepreneuriat jeune, l'État ivoirien étudie la possibilité d'instaurer les centres de formation par apprentissage. Ces centres qui permettent aux jeunes de renforcer leurs capacités à travers des formations pratiques visent à favoriser l'adéquation formation-emploi sur le marché du travail. Région de la Loire en France, Ansoumana Moutaye, ministre ivoirien de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, est venu comprendre le fonctionnement des CFA, centres de formation par apprentissage. C'est de montrer à nos collègues ivoiriens un système de formation français par alternance, leur montrer qu'il existe un modèle qui répond à des demandes des entreprises, au moins du secteur économique et du bassin d'emploi. Outils d'aide à l'adéquation formation-emploi, les centres de formation par apprentissage de la Loire sont principalement dédiés au métier du bâtiment, ce qui a justifié la présence au sein de la délégation ivoirienne, la présence d'opérateurs immobiliers avec les CFA. Ils entendent mieux répondre aux besoins de leurs clients. Si nous faisons des CFA par apprentissage, nous allons permettre à nos différents apprentis de parfaire nos finitions des maisons, de travailler correctement, d'avoir des maisons de qualité afin que nos souscripteurs qui deviennent des clients soient satisfaits. Le ministre Ansoumana Moutaye répare de cette mission avec une idée claire en tête. C'est d'arriver à mettre en place un réseau de CFA en Côte d'Ivoire pour permettre de mettre en place l'alternance, l'apprentissage dans le corps des métiers des artisans. Cette mission a pris fin par la signature d'une convention cadre entre la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés en Côte d'Ivoire et la Fédération des bâtiments des travaux publics de la Loire.
La Côte d'Ivoire a été invitée à la 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, une délégation conduite par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale. Et lors de son intervention, la ministre est revenue sur le drame de Grand Bassam, la ville historique inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été attaquée par des terroristes le 13 mars dernier. La ministre Kandia Camara s'est aussi prononcée sur les grands chantiers entrepris notamment par le gouvernement ivoirien. Il s'agit de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. À Paris, la 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunit les représentants des 58 États membres de ce Conseil. Il s'agissait d'examiner les décisions prises par la Conférence générale, organe suprême de l'organisation. Au nombre de ces pays participants, la Côte d'Ivoire est devenue membre du Conseil exécutif de l'UNESCO depuis novembre dernier. Et à la tête de la délégation ivoirienne, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Nous sommes là en tant qu'État membre, mais en même temps nous représentons aussi l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons commencé par informer le Conseil sur l'attaque dont a été victime la Côte d'Ivoire dans la ville historique de Grand Bassam. Il faut savoir que Grand Bassam est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Des propos tenus lors de l'intervention de Kandia Camara qui a aussi rendu compte des actions fortes entreprises par la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation. Nous avons informé le Conseil de la loi qui a été votée en Côte d'Ivoire depuis le mois de septembre, rendant l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, et cela conformément au plan d'action sur l'éducation 2030. Un appel aux États africains pour la ratification des conventions relatives à la protection et à la promotion de la culture a été lancé par la ministre, mais aussi des mots de remerciement pour le soutien dans l'organisation des Jeux de la francophonie en 2017. Notons que cette 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO prend fin le 15 avril. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Mali, notamment au centre et au nord du pays, où l'armée, en collaboration avec les forces françaises de l'opération Barkhane, mène des actions contre des groupes islamistes avec de plus en plus de résultats, puisque 5 présumés djihadistes ont été arrêtés cette semaine. L'armée malienne, qui a mené le raid, a saisi des armes et des munitions. Et la traque contre les terroristes porte aussi ses fruits. En Belgique, Mohamed Abrini, suspect clé des attentats de Paris et de Bruxelles, interpellé hier, a été inculpé des chefs d'assassinat terroristes par le parquet fédéral belge. Selon le parquet, il a reconnu être l'homme au chapeau filmé le 22 mars par les caméras de surveillance en compagnie des 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, Zaventem. Osama Krayem, le 2e homme du métro également interpellé hier, a été inculpé d'assassinat terroriste. Et sans surprise, le président de Djibouti, Ismaël Omar, au pouvoir depuis 17 ans, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle pour un 4e mandat consécutif. Il a obtenu 86,68% des voix selon les résultats communiqués aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. L'opposition, minée par les divisions, n'a pas pu présenter de candidat unique. Une partie d'entre elles a boycotté le scrutin, le jugeant non crédible. Le président djiboutien, sachez-le, avait promis que son 3e mandat serait le dernier, mais il a changé d'avis et tiré profit d'une réforme constitutionnelle adoptée à sa demande en 2010, supprimant ainsi la limite du nombre de mandats présidentiels. Place maintenant à la page culture de cette édition. La page s'ouvre par une exposition, c'est celle de l'artiste plasticien Péoué Soro. Il expose donc sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Orange plus blanc plus vert égale Okoyi. Une équation sans inconnu, seulement un message plein de sens développé par l'artiste plasticien Péoué Soro. L'artiste rappelle la condition d'égalité dans le rapport des couleurs dont l'ensemble forme le drapeau ivoirien. Le terme Okoyi, on est ensemble, tiré du langage populaire ivoirien comme pour symboliser l'union. Tout simplement une invitation à l'acceptation de soi et d'autrui en tant que partie intégrante du nous.
c'est-à-dire le grand ensemble. Je construis des toiles qui vont depuis introspection jusqu'à nouvelles du pays, en passant par l'abidjanaise, qui sont matérialisées tant en musique qu'en images. 22 tableaux riches en enseignements et en couleurs, de quoi réjouir les visiteurs. Péoué, une fois encore, nous émerveille, avec cette fois-ci des œuvres qui collent à l'actualité, qui nous exhortent à vivre ensemble, à faire en sorte que notre pays émerge de ces difficultés. Il y a des couleurs qui nous renvoient à la vie, tout simplement, à la gaieté, de sortir de nos misères pour embrasser tout ce qui est gaie, tout ce qui est espoir. Et donc je l'encourage. L'exposition débutée le 7 avril se poursuit tous les jours jusqu'au 30 avril prochain. Né le 24 avril en 1980 à Tiasalé, l'artiste Péoué Soro est professeur d'art plastique au lycée moderne d'Abobo. Il a été lauréat du Grand Prix Guinéré à la 3e édition du concours des arts plastiques dénommé Les Guisagnes 2007. Et le reportage de nous Sangaré était commenté pour vous par Franck Quadio. C'est l'un des plus grands artistes ivoiriens et c'est également l'un des plus grands rendez-vous de reggae. Le Festival international de reggae d'Abidjan, la 2e édition, enregistre plusieurs sommités du reggae mondial. Notre invité de la page culture, Tikenga Fakoli, artiste ivoirien, est la figure centrale de ce festival. Bonsoir Tikenga. Madame, bonsoir. Nous allons regarder ensemble ce reportage et commencer notre entretien. Le palais de la culture de Treichville, transformé en temple du reggae pendant 4 jours. Le festival international de reggae d'Abidjan a bu reggae pour célébrer la musique venue de la Jamaïque. Queen Adjoba est la première à donner de la voix dans un reggae roots aux couleurs dancehall. Une deuxième participation fort appréciée par l'artiste chanteuse. Pour ma seconde participation, c'est vraiment j'apprécie et le public était chaleureux, le public a répondu favorablement à mes attentes. Mamadou Koko Dambélé apporte la note reggae roots d'Ogon du Mali. Le reggae man est révélé grâce à l'émission Première Gamme de la RTI, dénonce les pseudo-démocraties sur le continent. Avec le vent Africa, on dit qu'il y a la démocratie. On croit qu'il faut faire comme les autres. Sanabob, venu du pays des hommes intègres, Burkina Faso, Jim Kamson et Larry Shek de la Côte d'Ivoire ont tour à tour fait vibrer le petit public de l'espace L'Oiseau Libre. L'ambiance est bonne et voilà, nous sommes satisfaits. Je suis fier aujourd'hui que l'on ait un regard sur le reggae et comme qui dit reggae dit Rastaman. Morgan Heritage, Spyro, Kajim et bien d'autres sont attendus au Palais de la Culture de Treichville. Et justement, c'était l'ouverture d'Abi Reggae qui donc, a commencé donc, le jeudi dernier. Alors, Tikenga, quand vous regardez, Abi Reggae, c'est un rassemblement, on peut dire, de toute l'Afrique. Bien sûr, c'est un festival qui est le bienvenu parce que voilà, nous sommes une nation de reggae avec des grosses têtes d'affiche. Voilà, qui font le tour du monde, font des concerts et qui sont connus, qui ont des disques d'or, qui ont même des disques de platine. Donc il était temps qu'il y ait un festival reggae en Côte d'Ivoire et donc voilà, c'est bienvenu et je félicite les organisateurs. D'accord. Et vous êtes la grande figure de cette 2e édition du festival Abi Reggae. Comment vous l'avez pris? Mais avec un grand honneur parce que voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Parce que l'année dernière, vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là parce que c'est une manière peut-être de rattraper aussi. Non, j'étais simplement en tournée. Mon programme ne me permettait pas d'être là, mais il y avait d'autres têtes d'affiche qui étaient là. Donc moi, je suis content d'être là cette année et j'invite tous les fans à venir tout à l'heure à 1h du matin. Parce que justement, vous allez donner un concert tout à l'heure. Alors, parlons du reggae, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Comment vous le définissez? Le reggae, c'est la musique des sans-voix. C'est la musique d'éveil de conscience. Et je pense que l'Afrique a besoin du reggae aujourd'hui. Vous savez, Bob Marley a dit dans une de ses interviews, il y a 35 ans,
Il a dit qu'un jour, le reggae vient retourner à la source. Et quand Bob parle de la source, il parle de l'Afrique. Et il a dit surtout que quand le reggae sera à la source, le reggae prendra sa vraie place. Et quand vous voyez aujourd'hui l'implication des artistes reggae par rapport à leur message dans l'actualité sociopolitique, voilà, ça veut dire que cette prophétie s'est réalisée. Donc voilà, le reggae, c'est la musique qui a toujours pris position pour les sans-voix. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des prises de position des artistes reggae. Les gens disent, mais lui, là, il n'a qu'à aller chanter, il n'a qu'à les... Le problème, c'est que c'est depuis Bob Marley que ça a commencé. Justement, il est donc celui qui a promu le reggae. Nous allons voir juste un bout de cette musique de Bob Marley. Comme on vous le disait tout à l'heure, le reggae, c'est une musique d'engagement, de combat, de libération et de liberté des peuples. Je peux ajouter cela? Bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi c'est une musique de libération, de liberté des peuples? Donc, vous savez, la Jamaïque est un pays qui est peuplé de descendants d'esclaves. Donc, à un moment, il a fallu que les gens trouvent un moyen pour s'exprimer. Et donc, voilà, d'où la création du reggae par des gens comme Bob Marley. D'abord, voilà, ils avaient des gens qui les soutenaient, enfin, par lesquels ils s'inspiraient, comme Marcus Garvey. Et donc, je pense que tous les peuples qui ont besoin de se libérer ont besoin du reggae. Et je pense que c'est la voix, c'est vraiment le reggae aujourd'hui, pour l'Afrique, je peux dire que c'est la branche musicale de la société civile. Et Bob Marley vous inspire dans toutes vos productions, vous, Tiken Jah? Nous, on essaie simplement de continuer le combat commencé par Bob Marley. Hein, et donc, voilà, nous, on trouve qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de s'exprimer. Et en Afrique, pour réveiller les peuples à défendre leurs droits, mais aussi dans le monde entier pour parler de cette vraie Afrique qui n'est pas connue. Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement les guerres. À l'extérieur, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit aux gens que l'Afrique, ce n'est pas les guerres, que l'Afrique, c'est tout simplement dans un processus normal. Un continent qui sort de 400 ans d'esclavage et de plusieurs années de colonisation. Donc on a besoin de temps. Et que ça fait seulement 55 ans que nous avons été libérés de tout ça. Et donc c'est le message qu'on tient. Donc je dirais que... donc un message d'engagement. Alors, on va parler aussi du Rastafari. Est-ce que c'est quoi? C'est une religion? C'est un style de vie? C'est une philosophie pour certains et c'est une religion pour d'autres. Vous savez, en Jamaïque, il y a des gens qui ont des lieux de prière. Hein, pour le rastafarisme. Il y a aussi des gens Vous êtes dans quel... Moi, je suis musulman, mais je pense que le Rasta, c'est d'abord le cœur. Le Rasta, c'est le peace and love. Tous ceux qui se battent pour la liberté et la justice sont Rasta. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir des drudins. Voilà. Si vous vous battez pour la paix, la justice et l'égalité, vous pouvez même être Rasta. C'est un message qui sort donc du cœur. Alors, on va parler d'Abi Reggae. Alors, l'originalité de ce festival, on ne parle pas seulement de concerts, il y a aussi un colloque animé par des débats. Et il y a l'un des thèmes qui m'a marqué, on parle de Tangara Speed Goda à Tiken Jah Fakoly, originalité du reggae en Côte d'Ivoire. Un commentaire sur ce thème? Mais je pense qu'effectivement, le reggae, ce n'est pas seulement une musique, on l'a dit tout à l'heure. C'est bien qu'il y ait un colloque autour de ce festival. Effectivement, voilà, nous avons notre reggae. Il faut le dire. Quand vous dites nous avons notre reggae, c'est pas la Côte d'Ivoire ou bien... La Côte d'Ivoire a son reggae, l'Afrique a son reggae. Vous savez, nous on utilise aujourd'hui... Comment vous voyez la différence? On utilise des instruments aujourd'hui traditionnels que les Jamaïcains n'ont pas. S'ils avaient ces instruments, ils allaient les utiliser. Moi, je mets par exemple la kora, le balafon, le sokou, donc qui sont des instruments traditionnels dans ma musique. Et quand je tourne, je suis sur des grands festivals en Europe, les Jamaïcains sont surpris de me voir avec ces instruments-là. Ils aiment bien entendre ces instruments-là dans ma musique. Et donc, je pense que nous avons notre reggae. Et ce festival-là est vraiment venu pour renforcer notre position au niveau mondial. Et on voit également cette diversité, donc la richesse. La richesse. Et il y a quelque chose de particulier aussi, c'est que ce festival-là rassemble... plusieurs règlements venus de plusieurs pays. Oui, il y a des Éthiopiens, il y a des règlements éthiopiens qui sont là, des Burkinabés, des Maliens. Donc les gens sont venus, des artistes sont venus d'un peu partout. Et je pense que c'est en cela qu'il faut féliciter les organisateurs. D'accord. Alors un tel événement, Abi Reggae, c'est la 2e édition, c'est l'un des plus grands rendez-vous donc du reggae. Qu'est-ce que ça peut apporter dans la carrière, surtout des jeunes?
Mais ce que ça peut apporter, c'est que les organisateurs d'Abi Reggae ont invité aussi beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes de reggae qui sont venus du monde entier. Et il y a des producteurs, des journalistes. Donc je pense qu'à travers Abi Reggae, des artistes peuvent signer des contrats, au même titre que le Massa. Voilà. D'accord. Alors, Abi Reggae, pour célébrer l'unité, la fraternité autour de la musique de Jah. Jah, c'est qui, rapidement? C'est Haile Selassie I, Rastafari, King of Kings from Ethiopia. Donc, c'est le roi des rois descendant de Salomon, qui s'appelle Haile Selassie, qui est considéré comme le dieu de Rasta et qui est chanté, celui qui s'appelle Rastafari. Un petit bout de ce que vous allez démontrer ce soir. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel, si nous voulons avancer, il va falloir se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps. Et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent se déplaceront donc au Palais de la Culture pour assister donc à ce concert de reggae man africain. Alors, Tikenga, comme d'autres sommités, je l'ai dit, donne donc un concert ce soir au Palais de la Culture. Dites-nous, quelle est la chanson de Bob Marley qui vous a le plus marqué? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a d'abord Africa Unite, qui parle de l'unité africaine, parce que aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. C'est l'Afrique unie, 54 pays, qui va gagner tous les combats, le combat économique et le combat politique. Donc c'est une chanson qui est encore d'actualité. Les Africains doivent se rapprocher et on verra. Vous savez, les États-Unis, c'est 50 ou 52 États. L'Union européenne, c'est 27 ou 28. Nous sommes 54 et nous avons toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Si nous sommes ensemble, nous allons gagner tous les combats. Donc cette chanson-là, Africa Unite de Bob Marley, est encore d'actualité. D'accord. Alors donc, nous allons vous proposer juste une chanson et pour boucler donc cette page culture, la rédaction donc de RTI1 vous propose donc de terminer cette page culture avec cette musique de Bob Marley. Merci à vous tous de nous avoir suivis.